Je me souviens, ça a débuté comme ça. C'était la fin de mes années lycée. J'avais des envies, j'avais des doutes. Je cherchais une formation qui assurerait mon avenir. Et puis il y a eu des rencontres, une trajectoire, un lien de confiance. Je me souviens du jour de la rentrée, de l'appréhension forcément, beaucoup d'attentes. Mais j'étais heureux de démarrer cette nouvelle aventure. Dès ma première année, j'ai beaucoup appris. J'ai compris comment utiliser mon agilité, comment m'exprimer, convaincre, comment prendre confiance en moi. Je me souviens avoir rencontré des guides issus d'horizons différents qui m'ont inspiré, m'ont aidé à décrypter le monde qui m'entoure, m'ont fait comprendre ce que sera demain. Je me souviens d'un lieu où tout était fait pour m'aider à capter les tendances, à anticiper et innover. D'un lieu où ma voix n'était pas toute tracée. D'un lieu où le mot vie prenait tout son sens. Où nous étions ensemble, tout simplement. Au fil des années, j'ai découvert un monde de plus en plus ouvert et connecté. J'ai rencontré des personnes du monde entier, sur des campus internationaux, des lieux inspirants et de nouvelles façons de travailler. Pas à pas, j'ai préparé mon avenir et je me suis challengé dans de vrais contextes professionnels. Année après année, j'ai gagné en maturité. Et aujourd'hui, je tisse mon avenir dans un monde plein de promesses. Je me souviens, tout est passé si vite. Je me souviens d'en avoir rêvé. Et aujourd'hui, tout devient possible. Ce sera demain et ce sera ici. Bonjour à tous et bienvenue au mini-salon des métiers de la communication du jour. Aujourd'hui, notre thème portera sur la communication internationale à la découverte des métiers du global au local. Avant tout, We Are Com, on se présente. We Are Com, c'est un collectif de communicants, tous passionnés par notre métier. Notre objectif est de promouvoir à sa valeur ajoutée. Pour cela, nous proposions un média et un club pour les annonceurs. Notre média, il est ouvert à tous les communicants. C'est plus de 30 000 visiteurs mensuels sur wearecom.fr. Plus de 50 000 abonnés à notre newsletter et plus de 600 000 internautes abonnés à nos comptes des réseaux sociaux. Le club réservé aux annonceurs est un club privé qui permet de progresser entre pairs, notamment grâce à des ateliers mensuels. Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, la communication internationale. Aujourd'hui, on vous remercie Charles et Azul d'être là. Alors, avant de répondre à notre première question, à savoir quelle est la définition de la com internationale, est-ce que Charles et Azul, vous pouvez vous présenter? Peut-être Charles, je vous laisse commencer. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, Charles Richer, je suis Head of Social Media Strategy chez Red Bull France depuis presque 6 ans. Très bien. Et Azul, peut-être en quelques mots? Ouais, bonjour et merci de m'avoir ici aujourd'hui. Je m'appelle Azul Diaz et aujourd'hui, je suis Global Sustainability Project Manager chez L'Oréal pour la marque Lancôme. Très bien. Alors, Azul, peut-être tu peux continuer et nous donner ta définition de la com internationale? Oui, bien sûr. Alors, c'est une bonne question parce que je trouve que c'est assez large finalement et de devoir définir ça nous-mêmes, ça m'est paru un peu rigolo de le faire. Et en fait, pour moi, en gros, ce sera de faire passer un message de marque, de campagne, de produits à un ensemble de cibles divers. En s'adaptant notamment sur les utilités locales. Donc, je trouvais déjà votre titre de Global to Local hyper relevant parce que finalement, c'est vraiment ça, la communication internationale, c'est comment on rend un truc global, pertinent à des cibles très spécifiques. Très bien, merci beaucoup. Et Charles, votre définition? Ouais, je vais rejoindre ce que disait Azul. Effectivement, c'est de réfléchir à une stratégie au niveau global pour pouvoir effectivement l'adapter dans les pays en fonction de différentes cultures, différentes typologies d'audience qui n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Et donc, en fait, une marque se doit de réfléchir de manière globale, mais de pouvoir aussi l'adapter de manière locale pour que ce soit le plus pertinent possible pour toucher les gens et l'audience que la marque souhaite cibler. Très bien, c'est ce qu'on va voir dans quelques exemples. On a fait une sélection. Zoom sur les fun facts de la com internationale. On commence par le naming. Est-ce que vous saviez qu'en Australie, l'enseigne Burger King a été rebaptisée Hungry Jack, simplement parce qu'un restaurant familial avait déjà déposé le nom Burger King?
Après quelques poursuites judiciaires, la firme américaine a dû céder et changer de nom pour pouvoir s'implanter en Australie. Et Angry Jack vient de Jack Cohen, l'homme d'affaires qui s'est chargé de cette implantation. Dans les namings, il y a aussi Auchan qui se traduit Alcampo, donc Auchan directement en espagnol. Pourquoi? Parce que la première boutique de l'enseigne avait été ouverte dans un quartier de Roubaix nommé Auchan, d'où l'origine du nom. Donc Alcampo, c'est vraiment la traduction espagnole. Un troisième naming intéressant, c'est KFC, qui au Canada, enfin au Québec, avec une loi de francisation, ne s'appelle pas KFC, mais PFK pour poulet frit du Kentucky. Quelques autres fun facts de la com internationale qui touchent les traductions. La Kia Provo n'a pas pu être commercialisée sous ce nom en Irlande parce que là-bas, Provo est le diminutif d'Armée républicaine irlandaise provisoire, une organisation paramilitaire à l'origine de plus d'1 millier de morts entre 1969 et 2001. Et en plus, leur slogan était « Faire flamber les rues ». La catastrophe a été évitée. Autre fun fact, c'est Electrolux dans son slogan. Le slogan était « Rien n'aspire plus qu'un Electrolux ». Or, outre-Atlantique, « Nothing sucks like an Electrolux » signifie « Rien ne craint plus qu'un Electrolux ». Et dernier fun fact de la traduction, c'est la marque Vicks Vaporum qui n'a pas réussi à s'implanter en Allemagne, où la prononciation là-bas, la lettre V se prononce F et le terme fic est l'homologue anglo-saxon de fuck. Alors, une petite citation de Polybe, un penseur de la Grèce antique, qui dit « Avant, les événements qui se déroulaient dans le monde n'étaient pas liés entre eux. Depuis, ils sont tous dépendants les uns des autres. » Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. On va voir qu'en com international aussi, tous les événements sont dépendants les uns des autres. On passe tout de suite à quelques campagnes marquantes hors naming et traduction. Alors, il y a Pepsi avec Better with Pepsi. À l'occasion du National Burger Day aux États-Unis, la marque de soda a lancé une campagne minimaliste et créative. L'idée était de faire ressortir le logo de la marque en jouant avec les emballages des fast-foods qui, en général, proposent leurs concurrents McDo. La marque a proposé des boissons gratuites à tous ceux qui postaient une image d'eux en train de manger un fast-food accompagné d'un Pepsi. Et le hashtag Better with Pepsi est devenu viral avec plus de 3 milliards d'impressions. Tout de suite, on regarde un extrait. Hi, may I take your order? Alors, la campagne suivante nous vient de Dove, qui s'engage pour l'estime de soi avec sa campagne Selfie Talk. L'idée, c'est faire face aux normes de beauté surréalistes et montrer aux jeunes filles que l'image qu'on renvoie sur les réseaux sociaux ne reflète pas les réalités.
avec le hashtag plus jamais de retouche. En fait, Dove compare une photo retouchée et non, et met à disposition, en plus de cela, des parents et des enseignants, des guides pour la confiance en soi. Depuis 2004, avec leur campagne pour l'estime de soi, c'est plus de 82 millions de jeunes qui ont reçu de l'aide. Et tout de suite, on regarde encore une fois un extrait. Tout de suite, on passe au cas Lego qui propose de reconstruire le monde, une campagne qui célèbre la créativité des enfants et les incite à aller toujours plus loin dans la construction. Elle est déclinée en plusieurs formats dans le cinéma, le web et des contenus pour les réseaux sociaux. C'est une campagne d'affichage géante dans de nombreuses villes du monde, avec la musique du film qui est originale et des effets spéciaux réalisés par des pros. Pareil, on regarde un extrait. Rebuild the world. Lego! Et juste avant de donner la parole aux pros, on avait l'étude de cas de Netflix. La plateforme de vidéo à la demande adapte ses campagnes à l'international et il y a 3 cas qu'ils ont marqués. Netflix à Paris, c'est pour la promotion de la saison 3 de Narcos que Netflix a rempli les colonnes parisiennes des Champs-Élysées de fausse cocaïne. Donc c'est la série, pour ceux qui n'ont pas vu, qui parle de Pablo Escobar, le célèbre narcotrafiquant. Ces sabliers remplis de cocaïne symbolisaient le temps à attendre avant la sortie officielle de la série. Et le résultat, c'est près de 300 contacts en moins de 2 jours. 300 000 contacts en moins de 2 jours. Netflix à New York, c'est pour la sortie de Santa Clara Diet. À l'occasion du lancement de cette série, dans laquelle l'héroïne se transforme subitement en une redoutable cannibale, Netflix a investi Times Square pour faire la promotion de cette série. Elle a incrusté son personnage assoiffé de chair humaine sur plusieurs des écrans géants de la célèbre place. C'est une opération qui a beaucoup fait parler d'elle. Et pareil, on regarde un petit extrait.
Et enfin, notre dernier cas, c'est Netflix à Hollywood pour la promotion d'une série dystopique et anxiogène qui s'appelle Alfred Carbon, où les riches ont la possibilité de devenir immortels en transférant leur conscience dans d'autres corps. Netflix a encastré un mannequin en position fétale dans un abribus de West Hollywood. La reproduction était si réelle que le mannequin semblait respirer. C'est une expérience angoissante qui a marqué les mémoires et retenu l'attention. Dernier petit extrait à regarder. Good afternoon. Yes, a lot of attention on this ad. Now, picture yourself right here. You're sitting here waiting for the bus when you suddenly realize that what you thought was an ad is actually moving. Is that a real person? It moves too. It's to like a ghost story, like a dead body. On Santa Monica Boulevard and Crescent Heights in West Hollywood, people are talking a lot about this. A naked mannequin that appears to be breathing. Wait, is that? Tout de suite, on va laisser la parole aux pros qui vont nous parler de leur quotidien. Alors, n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions qui est à votre droite. Et tout de suite, on passe à la question 1. Pourquoi avez-vous choisi le domaine de la communication et quel a été votre parcours? Charles, je vous laisse la parole. Ouais, alors pour répondre à cette question, donc pourquoi j'ai choisi le domaine de la communication? En fait, moi, au niveau de mon parcours, étant plus jeune, j'aimais beaucoup, en fait, je voyais déjà passer pas mal de campagnes de communication. Alors, à l'époque, c'était surtout, ça passait surtout par les pubs télé, mais il commençait aussi à y avoir pas mal de campagnes diffusées de manière digitale, des campagnes sur YouTube très tactiques que je trouvais très intéressantes. J'ai commencé, moi, par choisir le domaine du digital, du web en premier lieu, pour justement découvrir un petit peu tous les métiers du web. Et en fait, en découvrant un petit peu tous les métiers du web, donc développement, création, production, marketing, communication, commerce, etc. À partir de ce moment-là, en fait, c'est là où je me suis le plus orienté vers la communication et où je me suis spécialisé dans ce domaine, toujours en gardant, bien entendu, un côté digital marketing derrière. Et donc, pour répondre à la deuxième question sur mon parcours, donc j'ai commencé post-bac par un DUT, service et réseau de communication, où, comme je vous le disais, il m'a permis de voir, en fait, pendant 2 ans, tous les métiers liés au digital, de la production au commerce en passant par la communication. Et ensuite, j'ai décidé de me spécialiser en communication et aussi en marketing, du coup en rejoignant l'ISCOM en Bac plus 3 et Bac plus 4, donc jusqu'en Master 1. Et j'ai ensuite terminé par un Master 2 en communication digitale à Panthéon-Assas. Et voilà, depuis je travaille. Et vous avez directement intégré Red Bull ? Non, pardon, oui, alors si pour parler effectivement de mon profil pro, donc après, à la fin de mes études, en fait, je suis rentré pendant 1 an et demi en agence de communication, dans une agence qui s'appelle Fred & Farid, en tant que digital producer. J'ai fait ensuite un passage assez court chez TBW à Paris, en tant que digital stratégiste. Et ensuite, j'ai fait 2 ans chez BMW et Mini en tant que social media stratégiste. Et ensuite Red Bull depuis en tant que Head of Social Media Strategy depuis 6 ans. Très bien, merci beaucoup. Azul, je te laisse répondre à la question 1. Oui. Alors pour moi, c'est un peu différent parce que je pense que c'est la com qui m'a choisi. Moi, je n'étais pas du tout comme Charles en train de regarder vraiment d'inspiration sur la communication. Moi, après le lycée, en fait, moi, j'avais commencé un double diplôme en design et relations internationales. Donc, à l'époque, rien à voir avec la com, et au fur et à mesure, j'ai appris que c'était tout dans l'univers de la com. En fait, on peut rentrer beaucoup de choses dans la communication. Du coup, en fait, moi, déjà, j'ai fait tout un parcours à l'international avant d'arriver à l'ISCOM et avant d'arriver en France. C'était étant en France où j'ai découvert le métier de la communication en travaillant. J'avais pris une année de césure où j'ai travaillé plutôt dans l'art contemporain et je me suis rendu compte que mon travail dans ce monde, c'était un peu chef de projet, communication, mais pour l'art. Et là, avec quelque chose qui a ticlé et qui me dit « Ah, tiens, ça c'est intéressant, ça rejoint beaucoup de choses, beaucoup d'aspects qui m'intéressent, la partie créative qu'on retrouve dans la communication, mais aussi une partie plus business et stratégique qu'on peut voir dans le marketing, par exemple. » Et c'est à ce moment-là où je rejoins l'ISCOM en Bac plus 3, si je ne me trompe pas. Pour mon parcours, du coup, en fait, j'ai fait plusieurs stages en agence et finalement
chez L'Oréal pour ma 4e année. Du coup, j'ai enchaîné un stage en 4e année, ensuite une alternance aussi chez L'Oréal. Et depuis, ça fait maintenant presque 4 ans que je suis dans le groupe. Très bien, bravo. Et on passe à la question suivante. Et je vais te laisser enchaîner, Azul. Pourquoi et pour qui conseillerais-tu la communication internationale? Ouais, je pense que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. En fait, la communication et plus la communication internationale, en fait, ça rejoint tellement de métiers et tellement de différents aspects en fait de ce qu'on peut faire au niveau pro. Aujourd'hui, je travaille dans la sustainability, donc plus côté RSE, mais j'avais un parcours à la base comme chef de projet dans le maquillage. Donc en fait, on peut rendre tellement de choses dans la communication que je pense que c'est un métier qui est fait pour des gens déjà hyper curieux, dynamiques, qui n'ont pas peur d'explorer des nouvelles champs, des nouvelles sujets. Tout peut être inspirant en fait pour la communication. Et bien entendu, pour la communication internationale, il faut déjà avoir une sorte d'ouverture en fait au monde pour répondre en fait à des questions que potentiellement on ne pense pas d'un premier coup. Il faut vraiment apprendre en fait des différentes cultures pour justement pouvoir créer des messages qui seront clés en fait pour tes cibles internationales. Merci. Et Charles, alors pourquoi et pour qui? Oui, je rejoins encore beaucoup de choses de ce que disait Azul en préambule et juste avant sur sa réponse. Effectivement, la partie communication internationale, l'intérêt, je pense, pour quelqu'un, c'est justement cette ouverture d'esprit, prendre de la hauteur sur les sujets qu'on peut avoir au quotidien en réfléchissant de manière beaucoup plus globale. C'est-à-dire vraiment réfléchir à cette stratégie globale que l'on peut adapter à certains pays avec les spécificités locales. Je pense aussi que c'est un passage en communication qui est assez intéressant dans un parcours professionnel à un moment de sa vie, que ce soit au début, pendant ou vers la fin. Mais dans tous les cas, je pense que c'est vraiment important parce que ça permet aussi d'apporter une certaine entre guillemets humilité en fait sur la façon de faire de la communication, parce qu'on est obligé de réfléchir de manière complètement différente, avec des aspects complètement différents, avec des enjeux beaucoup plus globaux. Effectivement, comme disait Azul, sur plein de sujets différents, ça peut être du coup de la sustainability, du RSE, de la strate publicitaire ou autre, même comme les exemples que tu montrais juste avant, Maud. En fait, il faut pouvoir prendre ce recul, il faut pouvoir prendre cette hauteur pour travailler en commun international. Et je pense que c'est un passage vraiment très intéressant dans un parcours pro, et ça demande effectivement beaucoup de curiosité. Et comment s'adapter aux différentes tendances locales? Comment les connaître? Comment s'adapter? En fait, il faut étudier le marché. En fait, il faut étudier ce qui se fait déjà. Donc, ça peut passer ne serait-ce que par les réseaux sociaux, regarder des comptes locaux de marques ou d'influenceurs, voir en fait la façon déjà dont c'est fait, les habitudes de consommation, les habitudes de communication, ne pas prendre les choses que l'on peut penser dans sa tête pour acquis. Moi, quand je parle à certains collègues autrichiens, ils pensent qu'on se trimballe tous à Paris avec une baguette de pain sous le bras. Alors en fait, pas du tout. Et ils veulent mettre la Tour Eiffel dans tous les shootings vidéo qu'ils veulent faire avec nous. Donc, c'est vraiment se renseigner, prendre du recul, s'informer et essayer de comprendre justement les différenciations que l'on peut avoir entre un marché et un autre. Entre deux marchés anglophones, ça peut être complètement différent. Donc, c'est bien de faire de la veille sur ce sujet-là. Merci. Azul, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Sinon, on passe à la question suivante. Ouais, je rejoins Charles sur un truc qui m'a fait aussi penser, en fait. C'est, je pense, laisser un peu ses préjugés sur des cibles, sur des cultures. En fait, on apprend que rapidement, les idées qu'on peut avoir sur un pays, sur une population, en fait, sont complètement fausses et qu'on peut tomber sur la piège de cibler cette cible avec un message, avec une campagne, etc., qui n'est pas du tout cohérent parce qu'en fait, on ne se base pas sur la réalité, mais sur des idées que nous, on peut avoir comme des préjugés. Un exemple concret, par exemple, c'est, je pense qu'en Europe et dans le monde occidental, on peut penser qu'en Chine, qu'en Asie, ils ne sont pas si développés niveau environnemental ou RSE, voire que pas du tout. Enfin, ils croissent énormément dans ces sujets-là, parfois même plus vite que nous. Et c'est intéressant de vraiment aller plus loin en fait dans ces recherches pour pouvoir ne pas tomber dans le piège de préjugés culturels. Très bien, merci beaucoup. Alors, on passe à la question suivante.
Qu'est-ce qui vous stimule le plus dans votre secteur? Charles, je te redonne la parole. Ouais, alors moi c'est un peu particulier parce que mon secteur c'est la grande conso. C'est chez Red Bull on vend des canettes de boissons énergisantes. La particularité c'est que moi je travaille très peu sur la mise en avant des canettes, mais je travaille sur ce qu'on appelle en interne le brand love. Donc je m'occupe de créer beaucoup de contenu autour d'événements ou de projets avec nos athlètes que l'on développe au quotidien. Donc c'est la particularité et c'est ce qui fait aujourd'hui que c'est ce qui me stimule dans mon métier. On en parlera aussi, je pense, un petit peu après, mais c'est toute la diversité que je peux avoir dans mon métier. On parlait tout à l'heure de prise de recul. Moi, c'est vraiment au quotidien parce que moi, des audiences différentes, en fait, j'en traite tous les jours. Je peux passer du skateboard au vélo, à la danse, à la musique hip-hop en une seule journée. J'ai forcément pas des énormes expertises dans tous ces domaines-là. Donc, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de comprendre comment ces audiences différentes fonctionnent. Beaucoup d'humilité aussi sur ce sujet-là. Et en plus de tout ça, je travaille aussi donc dans le domaine du social media qui, du coup, évolue constamment. Les réalités d'aujourd'hui seront pas celles de demain. Les algorithmes d'aujourd'hui seront complètement différents demain. Donc, j'ai aussi besoin d'avoir du recul, de toujours apprendre, comprendre, avoir de l'humilité aussi en me disant je ne suis pas forcément expert dans mon domaine complètement, je ne connais pas forcément ultra bien TikTok plus que quelqu'un qui a 10 ans de moins que moi qui va potentiellement m'apprendre des choses dessus, mais c'est OK et c'est super intéressant. Et ce qui, moi, me stimule aujourd'hui dans mon secteur et dans mon métier, c'est d'apprendre des nouvelles choses tous les jours, de tester des nouvelles choses, de produire des choses, de créer du contenu, de créer des histoires. C'est ce qui me stimule moi aujourd'hui. Merci. Et Azul? Ouais, pour répondre un peu aussi et suivre cette fil rouge, je pense que pour moi, c'est l'innovation, c'est le changement. Je pense qu'on a la chance de travailler sur un métier qui est très lié en fait au monde contemporain, qui doit répondre en fait à ce qui se passe dans la réalité des vies des gens qui changent et qui bousculent énormément. Mais aussi dans la prospection. Donc, c'est à nous aussi de proposer des nouvelles expériences, des nouvelles formes de vie, des nouveaux messages. Donc, on est vraiment dans un monde de création. Et c'est ça qui est hyper intéressant parce que, en tout cas pour moi, c'est ce qui rend un peu le day-to-day intéressant, en fait. C'est justement de se poser la question de on a fait la communication sur la beauté de telle manière pendant des années. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en arrivant avec de nouvelles technologies, en arrivant de nouvelles réseaux sociaux, en arrivant de nouvelles tendances consommateurs, comment est-ce qu'on arrive à innover et à proposer quelque chose de nouveau? Donc, c'est ça que pour moi, qui me stimule tous les jours. Merci. La question suivante concerne votre quotidien à tous les deux, vos missions, vos défis. Et est-ce que vous avez une journée type? Alors, visiblement, non, et c'est ce qui vous stimule, mais peut-être parler à ceux qui nous écoutent de ce que vous faites au quotidien. Azul, je te laisse continuer. Ouais, en effet, ça change énormément. Et je pense que je n'ai pas une journée type aujourd'hui. En fait, pour vous expliquer un peu plus sur mon poste, et comme ça va être plus clair, en fait, aujourd'hui, j'occupe le poste de Global Sustainability Project Manager. Ce que ça veut dire, c'est en gros, j'accompagne la marque de comment on prend la parole sur les sujets RSE à niveau international et aussi comment on développe des projets en interne, du coup produits, qui répondent aussi aux ambitions à la fois de la marque, mais aussi du groupe L'Oréal, mais aussi bien sûr de nos consommateurs pour transformer l'entreprise d'une manière plus responsable. Donc, un jour, je peux travailler avec l'équipe marketing, soit sur leur stratégie de création de recherche pour le produit. Un autre jour, je peux travailler sur une campagne RSE de comment Lancôme va parler de ses engagements. Récemment, on a acheté un domaine à Grasse, donc au-dessus de la France, et ce sera cette année l'ouverture de ce domaine. Donc, comment on rend un projet local à Grasse international. Donc, par exemple, je vais travailler sur une visite en virtual reality. Donc, franchement, tous les jours, c'est une nouvelle aventure.
Merci. Ishar, alors tes défis du quotidien? Alors, mes défis du quotidien, c'est de faire que les gens arrêtent de scroller frénétiquement sur les réseaux et s'arrêtent sur le projet que j'ai envie de leur montrer. Globalement, pour résumer, c'est ça. Mais non, en vrai, ouais, c'est en fait, je suis en charge de la stratégie social média, donc ça va des grandes réflexions en amont, c'est-à-dire sur quel réseau en fait la marque va communiquer auprès des audiences clés qu'elle a préétablies dès le début dans sa stratégie marketing globale, et ensuite de quelle manière on va communiquer dessus, comme je disais tout à l'heure, en passant par tous les assets de marque qu'on peut avoir en interne, c'est-à-dire nos événements. Les événements Red Bull, nos athlètes, de par leur format compétition, mais aussi de par les projets qu'on peut développer avec eux. Et en fait, en partant de là, en faisant cet accompagnement et cette réflexion en amont, ensuite de produire les contenus pour raconter les bonnes histoires que l'on a envie de raconter à nos consos de la meilleure manière possible sur les différentes plateformes, en respectant bien entendu les codes de la plateforme. Donc, une vidéo TikTok d'un projet sera complètement différente d'un Reels ou d'un Shorts. Pareil sur un format long YouTube. Enfin voilà, toujours trouver le bon contenu pour la bonne plateforme au bon moment. Toute la production autour de ça. Donc voilà, c'est ça à peu près mes missions au quotidien. Pensez aussi au futur, pensez aussi à demain. Je suis déjà en train de penser là pour le business plan 2024 à ce qu'on va modifier l'année prochaine, où est-ce qu'on va mettre les forces, est-ce qu'on développe de nouvelles plateformes, est-ce qu'on en arrête d'autres, est-ce qu'on met plus de levier sur TikTok et moins sur Insta, enfin voilà, ce genre de choses au quotidien, c'est mes missions. Et donc oui, pour répondre à ça, j'ai pas du tout le journée type. Merci. Alors, la question suivante concerne Azul. Comment fais-tu pour t'adapter à plusieurs fuseaux horaires? Oui. Alors, pour moi, c'est particulier parce que je travaille plus en interne. Donc, c'est vrai qu'on a des équipes partout dans le monde. Donc, c'est vrai que parfois, pour pouvoir parler à des équipes qui sont en Chine, c'est souvent avec des compromis. Donc, c'est souvent une réunion qui va commencer un peu plus tôt que d'habitude pour qu'eux puissent avoir le même temps, ou pareil, si on doit avoir un call avec la Californie, etc. Donc, il y a une partie, en fait, déjà de traitement de faux horaires dans l'entreprise. Et ensuite, pour le consommateur, les consommateurs, aujourd'hui, nous, on a la chance qu'on est tellement international que finalement, les channels de communication sont traités localement. Donc, nous, dans la stratégie aux différents pays, aux différentes zones, ce sera eux qui vont implémenter selon les différents fuseaux d'horaire. D'accord. Pouvez-vous nous parler de vos fiertés et avez-vous des projets à nous partager, alors des projets que ce soit actuels, anciens ou même si c'est dans une autre entreprise, tant que c'est de la communication qui touche à l'international? Charles, je te laisse commencer. Ouais, alors si ça doit toucher la communication internationale, ouais, c'est obligé. Tu veux vraiment un exemple en com international ou... Non, enfin, tant que ça s'adapte un peu au thème, donc c'est une communication locale. C'est un projet qui est devenu, qui a été fait donc chez Red Bull il y a 1 an et demi, 2 ans. En gros, on a décidé en fait il y a 2 ans de redéfinir en fait nos audiences, ce qu'on appelle nos audiences prioritaires. Donc, on a vraiment une partie audience prioritaire, une partie audience secondaire chez Red Bull. Et en gros, les audiences prioritaires que l'on a, ces nouvelles audiences prioritaires, c'était vraiment des nouvelles audiences chez nous sur lesquelles on n'avait pas forcément l'habitude de communiquer. Donc, Red Bull est surtout connu pour les sports extrêmes et autres. Et en fait, on s'est dit, on veut toucher de nouvelles cibles. Donc, on a défini 2 nouvelles audiences qui étaient le gaming et la musique hip-hop, donc le rap en France. Donc, il a fallu qu'on réfléchisse à des nouvelles choses sur ces audiences-là. Donc là, je vais surtout me baser sur la partie hip-hop. Donc, un secteur sur lequel on n'était pas forcément, enfin, même pas du tout habitué à communiquer, sur lequel on n'était pas du tout attendu, où on n'avait pas forcément de skills et de spécificités en interne. Donc, il a fallu développer tout ça avec la réflexion de se dire, OK, on veut recruter des nouveaux consommateurs autour de l'audience hip-hop en France, toucher cette audience avec des contenus fil rouge sur l'année pour pouvoir leur apporter du contenu de manière régulière, tout en leur racontant des histoires et en leur trouvant des sujets réguliers. Et en fait, par cette réflexion, on en est arrivé à se dire, OK, en fait, il nous faut
absolument une chaîne YouTube, donc lancer une chaîne YouTube autour du hip-hop en France, une chaîne en nom propre Red Bull, avec des contenus spécifiques et originaux qu'on ne voit pas ailleurs, vraiment pour apporter de la fraîcheur, parce que en faisant en fait une petite enquête, en faisant de la veille, on s'est rendu compte qu'effectivement sur la partie hip-hop en France, à l'époque, les choses, donc il y a 2 ans, les choses stagnaient pas mal. C'était surtout des clips, des interviews, toujours chez Combini, chez Bouscapé, donc c'était toujours un petit peu les mêmes choses. Et en fait, on a identifié qu'on avait de la place à prendre sur plusieurs axes différents. Et en fait, on a vraiment identifié tout ça. On a ensuite rencontré des acteurs du monde du hip-hop en France, des acteurs clés avec lesquels on avait envie de travailler. Et en fait, le jour où on a lancé cette chaîne YouTube, on avait déjà 3 contenus, 3 sujets différents à proposer sur cette chaîne, notamment un qui a été vraiment un carton et que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Rap Jeu, qu'on a arrêté là il y a à peu près 6 mois, mais qui était en fait le burger quiz du rap français, présenté par un host emblématique qui s'appelait Mehdi Maizi, où en fait on invitait des rappeurs sur un quiz un peu à la burger quiz, où en fait ils avaient des challenges différents, où ils passaient un bon moment, ils faisaient un moment de promo, mais d'une manière un peu différente de d'habitude. Et en fait, ce contenu-là, en fait, revenait une fois toutes les 2 semaines. Donc, ça devenait un rendez-vous régulier pour l'audience. Et surtout, chance qu'on a eu, c'est qu'en fait, c'est devenu un carton quasi instantanément. Pour être tout à fait honnête, on s'était fixé un objectif de recrutement sur la chaîne entre 50 et 100 000 abonnés en première année. Les 100 000 abonnés, on les a atteints en moins de 3 mois et on était à 350 000 abonnés en fin d'année. Et dès qu'on sortait un contenu sur la chaîne, on finissait quasi systématiquement en tendance YouTube globale, sans avoir mis un seul euro de médias sur cette chaîne, donc vraiment que de l'organique. C'est devenu vraiment un carton et en fait ça nous a permis de rentrer dans l'univers du hip-hop de manière pertinente en France et aujourd'hui de devenir un acteur clé de cet univers-là au bout de 2 ans. Pour vous donner un exemple, grâce à tout ça, grâce à ce qu'on a mis, vous savez peut-être, mais en fait demain il y a, on va dire, les Oscars du rap français qui vont être faits, ça s'appelle La Flamme. Et en fait, dans les votes du jury, il y a un vote qui concerne Red Bull Banks, donc qui est le nom de notre écosystème hip-hop, qui est intégré dans la partie vote. Donc, on est devenu vraiment un acteur clé aujourd'hui du hip-hop en France. Et on travaille avec beaucoup d'artistes différents, beaucoup de labels différents. Encore aujourd'hui, j'étais sur un tournage. Et en fait, cette chaîne YouTube et cette façon de construire cette chaîne YouTube, c'est vraiment devenu une best practice à l'international. Beaucoup de pays maintenant développent leur propre chaîne YouTube et reprennent des formats qu'on a pu développer dessus parce qu'en fait, on a réussi à craquer quelque chose qui était assez fort, c'est-à-dire déjà d'émerger sur YouTube en tant que marque avec des contenus réguliers qui engagent l'audience de manière régulière, qui cartonnent et qui nous permettent de raconter des histoires, de travailler avec des artistes, de travailler avec des entités complètement différentes. Et donc ça, c'était une vraie force. Et ouais, c'est une de mes fiertés sur les dernières années parce que c'est vraiment pertinent et surtout, ça n'a pas été qu'un one-shot. Et comme je vous le disais au début, on a beaucoup travaillé, on en parlait tout à l'heure pour la communication internationale, on a beaucoup travaillé en amont à faire de la veille, à rencontrer des gens, à discuter avec des gens, à aller dans des événements, dans des soirées pour comprendre l'audience, voir comment elle fonctionnait, voir ce qu'elle attendait, voir ce qu'elle avait envie de voir, pour être sûr que le moment où on lance la chaîne, les contenus qu'on lance sur la chaîne étaient 100% pertinents pour cette audience et qu'on n'allait pas viser à côté. Félicitations. Azul, est-ce que tu as des fiertés ou des projets à nous partager? Ouais, et aussi bravo, ça a l'air super intéressant ce projet, Charles. Je peux partager un projet que en fait c'est toujours en cours, mais que je trouve c'est assez pertinent encore au sujet d'aujourd'hui d'aller de global à local, mais dans ces cas c'est plus local to global. En fait, comme je le disais tout à l'heure, récemment, Lancôme est devenu propriétaire d'un domaine, un domaine agricole avec 10 hectares de production de plantes à parfum, avec une maison à Grasse, du coup. Et l'idée de ce domaine, en fait, c'est d'être maître, en fait, de toute la chaîne de valeur de production jusqu'à extraction et ensuite production de produits de nos roses et de plantes à parfum. Juste pour un peu de contexte, normalement, les maisons de cosmétiques n'ont pas leur propre terre. Donc ça, c'est quelque chose qui est très nouveau. Notamment, quand on travaille notre chaîne de valeur, c'est souvent avec des sous-traitants qu'on va acheter des produits pour créer des ingrédients cosmétiques. Là, l'idée, c'est de vraiment être, en fait, owner de toute la chaîne de valeur. Et en même temps, de pouvoir exprimer ces lieux
d'une façon internationale, sachant que c'est 10 hectares à Grasse, on peut dire que c'est pas grand-chose, mais finalement, pour une marque, c'est quand même énorme. Et du coup, comment aujourd'hui on arrive à parler d'un projet très spécifique, très local, parce qu'on travaille avec des agriculteurs locaux à Grasse, comment on arrive à capitaliser en fait sur ces actions-là pour un consommatrice qui est peut-être en Chine ou aux États-Unis, que potentiellement ne connaissent pas du tout l'histoire de Grasse, ni qui vont jamais visiter vraiment le domaine. Donc, comment on fait vivre un lieu qui existe vraiment d'une façon internationale. Donc, aujourd'hui, grâce bien sûr à des technologies et à tout ce qu'on peut faire au niveau digital, on peut faire des vidéos, des photos, etc., bien sûr. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on travaille, c'est un projet pilote, mais sur une visite à la fois en virtual reality et potentiellement un jour en métaverse. Donc, c'est grâce aussi à ce type de technologie, en fait, qu'aujourd'hui, on peut rendre le local global. Et je trouve ça assez intéressant, en fait, parce que je pense qu'il y a quelques années, un projet comme ça n'aurait pas eu peut-être le fort potentiel en fait aujourd'hui en termes d'expérience client d'un point de vue international. Parce que l'idée, c'est en fait de pouvoir visiter le domaine en point de vente, peu importe où on est dans le monde, en digital, via des stratégies de CRM, via des réseaux sociaux, etc. Voilà. Super, et ben merci pour vos 2 projets qui sont super. Et peut-être une dernière question, je vous invite, on aura un takeover dans les semaines à venir aux Galeries Lafayette, justement pour montrer ce lieu, et on aura des petits teasers sur cette expérience que je vous disais, donc je vous conseille d'aller voir aux Galeries Lafayette à Paris. Très bien, on essaiera d'y aller, moi j'essaierai. Alors la question suivante, ça concerne l'évolution de la communication dans les années à venir. Alors la communication de manière générale ou globale ou locale. Et là, Azul, tu parlais de nouvelles technologies. Est-ce que ça va impacter aussi Je te laisse enchaîner. Oui, bien sûr. Enfin, c'est à la fois la forme et le message qui sont en train de changer. La forme de comment on communique. Donc, est-ce qu'on communique à travers des nouveaux... on l'a vu, je pense, avec TikTok. C'était un peu la plateforme la plus récente qui a un peu changé, pulvérisé en fait la forme de création de content et même aussi qui peut prendre la parole. Mais pour demain, on peut imaginer plein de choses, plein de défis, avec à la fois des expériences digitales de plus en plus immersives, mais aussi l'intelligence artificielle, comment ça va aussi jouer sur nos métiers. Ou demain, on peut imaginer, par exemple, que une intelligence artificielle peut créer une image. Est-ce qu'on aura besoin, par exemple, de vraiment avoir toute une agence qui va créer des images? Si on peut juste taper sur ChatGPT, création de quelque chose, et on peut avoir ça. Du coup, effectivement, je pense que tout le monde de la communication est en train d'être disrupté, en fait, à travers ces nouvelles technologies. Et par conséquent, les consommateurs et le type de message qu'eux, ils ont besoin. Peut-être que ce sera plus une question d'être rassuré, de se sentir en communauté dans le futur, parce qu'on sera complètement isolé à cause de cette technologie. Très bien. Et Charles, à quoi ressemblera l'avenir de la communication selon toi ? L'avenir de la communication va continuer, à mon avis, à évoluer comme il l'a toujours fait. C'est-à-dire, on parle de nouvelles technologies, mais il y a 15 ans, les réseaux sociaux étaient une nouvelle technologie, une nouvelle façon d'appréhender la communication et de faire passer des messages. Donc, effectivement, la partie métaverse, les NFT, les crypto-monnaies, les expériences type intelligence artificielle, domotique vont faire évoluer la communication comme ça a toujours été le cas avec les nouvelles technologies. Je pense que par contre, quelque chose, à mon avis, qui va, je pense, revenir et qui commence déjà à revenir actuellement, c'est le sens, en fait, et les histoires aussi qu'on va vouloir raconter autour des messages de communication que les marques vont faire passer. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment
enfin, il y a des messages de partout en fait, sur tous les réseaux différents, que ce soit TikTok, Instagram, télé, print, radio. En fait, on prend beaucoup de messages. Le temps disponible pour les comprendre, il est de plus en plus faible. Et je pense que les consommateurs commencent aussi un petit peu à fatiguer d'avoir autant de messages tous les jours quand ils allument leur téléphone, quand ils regardent la télé, quand ils allument leur laptop. Donc en fait, je pense qu'il va falloir vraiment mettre de plus en plus de sens dans tous les messages qu'on veut faire passer, créer du storytelling, raconter des histoires, comme disait Azul, créer des expériences, qu'elles soient digitales mais aussi réelles, donc en magasin, à travers des événements, pour vraiment donner du sens à travers tout ça, et pour que ce soit vraiment pertinent pour le consommateur. Je pense que les marques, et on le voit déjà de plus en plus, vont être aussi de plus en plus regardées sur leur stratégie, sur les produits qu'elles lancent, sur la façon dont elles les lancent. Et je pense que plus les années vont passer, moins les messages pourront se permettre d'être gratuits. Il faudra vraiment qu'il y ait du sens à travers tout. Et c'est aussi pour ça que des entreprises, et pour ça que Azul aussi travaille sur des problématiques de RSE, c'est que c'est de plus en plus des sujets, qui font sens pour le monde dans lequel on vit, et aussi même pour les consommateurs. Très bien, merci beaucoup. On a une question dans le chat. N'hésitez pas, tout le monde, à poser des questions. Alors, Éléonore vous demande, entre nous, au-delà des marques pour lesquelles vous travaillez, quelle est votre campagne internationale préférée? Je ne sais pas lequel de vous deux veut se lancer en premier. Tu me laisses la parole? Oui. Je pense que... Alors, je ne sais pas s'il avait un vrai nom à ce type de campagne. Je pense que Nike ont eu des vidéos il y a un certain temps où, en fait, ils repensaient en fait, la façon de montrer notamment les femmes dans la vie du sport. Et ça, je trouvais ça hyper inspirant. C'est souvent une vidéo pige que moi j'ai aussi pour mes agences. C'est justement pour montrer ces sens, ce que je pense que tu disais, Charles, justement. Je pense que Nike, c'est une des marques en fait qu'aujourd'hui arrive à mettre vraiment le sens de pourquoi ils sont là, pourquoi ils existent. C'est pas que pour vendre en fait des vêtements de sport. Au final, aujourd'hui, ils font beaucoup plus que ça. On le voit par exemple avec le réseau de coach sportif. Ça peut être un exemple plus concret en fait en termes de stratégie de marketing international. En fait, Nike aujourd'hui, ils arrivent à ne pas juste vendre des vêtements, mais aussi en fait des expériences. On peut voir ça par exemple au Nike Innovation Hub à Paris, mais ils ont des coachs en fait à l'international qui sont à la fois des influenceurs, mais aussi des vrais personnels de Nike qui offrent en fait des cours de sport et qui vont être des personnalités hyper locales en fait, qui vont parler en fait à une cible hyper précis. Par exemple, je suis un coach à Barcelone qui du coup parle vraiment à une cible de hommes à Barcelone qui font du yoga. Donc on parle en fait d'une ultra personnalisation de messages, mais aussi de offres de services et de produits, tout en étant en fait partie de la stratégie et le message global de Nike. Voilà. Super exemple. Et Charles, est-ce que l'inspiration est venue? Oui, non, mais je l'avais déjà, mais le temps de mettre ça en place. Alors moi, c'est une campagne qui m'a toujours marqué, qui est plus toute jeune, hein, qui date un petit peu. Et c'était une campagne en fait que Nissan, donc marque automobile, avait lancée il y a pas mal d'années. Qui d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'en fait, ils sont en train de l'adapter au cinéma. Mais en gros, leur campagne, elle était très simple. En fait, c'était de se dire qu'en fait, un pilote virtuel pouvait être un pilote réel. Et en fait, ils avaient lancé un contest sur le jeu Gran Turismo en faisant un contest pendant 3 mois, je crois, où en fait, ils allaient sélectionner les 10 meilleurs temps sur plusieurs circuits donnés sur le jeu Gran Turismo. Et les 10 meilleurs temps, donc des personnes qui avaient participé, ils les invitaient en fait pendant une semaine à un espèce de camp d'entraînement où ils allaient du coup continuer à jouer sur le jeu pour s'entraîner, mais ils allaient aussi avoir des entraînements sportifs, physiques, et aussi du coup des entraînements sur piste dans une voiture. Et en fait, le pilote qui était sélectionné à la fin de ce camp d'entraînement, qui gagnait ce camp d'entraînement, devenait en fait pilote officiel pour l'écurie Nissan en compétition automobile. Donc
Et du coup, il est devenu pilote officiel et il est resté pilote officiel et surtout, il est devenu vraiment très bon. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on disait juste avant, c'est cette expérience en fait de quelqu'un qui était dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo. En fait, Nissan du jour au lendemain lui a proposé en fait de devenir pilote officiel. Donc, from the bedroom to the stage, comme ça, du jour au lendemain, juste de par ses capacités. C'était une campagne que moi j'avais trouvée incroyable parce qu'il y a vraiment du concret, il y a vraiment du sens derrière tout ça, et surtout de faire ce lien entre le gaming et le sport plus traditionnel. J'avais trouvé ça incroyable. Donc, c'est une campagne qui m'a toujours marqué, que je trouve vraiment forte de par l'expérience qu'elle pouvait créer. Et je crois que ça s'appelait Nissan GT Academy. Ok, peut-être dans le chat. Ah non. On essaie de redonner. De toute façon, l'ISCOM continuera à répondre à vos questions. Donc, si vous voulez le lien, il vous sera donné. On arrive à la dernière question. Auriez-vous chacun un dernier conseil à livrer aux futurs communicants? Charles, je te laisse reprendre la parole. Conseil que je peux vous donner déjà, c'est d'être curieux. De toujours regarder ce qui se fait, que ce soit en communication, donc de par les sites ou les réseaux, par exemple sur Twitter, regarder un petit peu toutes les campagnes qui peuvent se faire en France, dans d'autres pays. Aussi regarder ce que peuvent faire aussi les artistes ou les sportifs, parce que c'est devenu aujourd'hui des vrais communicants. Ils savent très bien utiliser les plateformes social médias et les médias de manière globale pour pouvoir communiquer, pour pouvoir se créer de la visibilité, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément de moyens financiers pour faire des grosses campagnes de com, donc ils trouvent toujours des choses à faire. Il y a plein d'artistes, notamment hip-hop, qui ont fait des campagnes complètement incroyables, PNL ou d'autres. Donc regardez ça, intéressez-vous à tout ça, faites de la veille, parce qu'en fait, il n'y a jamais très concrètement d'idées ultra originales qui viennent de nulle part, qui vont sortir de ce que vous allez faire. Il y aura toujours des inspirations, qu'elles soient directes ou indirectes, venant d'ailleurs, mais que vous pourrez identifier et réadapter à votre écosystème, à la marque à laquelle vous travaillez, sur les projets auxquels vous travaillez. Donc vraiment, soyez curieux, soyez ouverts aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, toujours prendre de la hauteur. Moi, il y a toujours un exercice que j'essaye de faire et que j'essaye de dire à mes équipes de faire, c'est toujours de prendre cette hauteur et plutôt que de penser en tant que personne travaillant chez Red Bull qui a l'habitude de communiquer auprès d'une audience au skateboarding, mets-toi plutôt à la place d'un fan de skate. Est-ce qu'il va avoir envie de voir la vidéo qu'on a développée, de la manière dont on l'a développée? Donc, toujours essayer de se mettre à la place de la personne, toujours essayer de prendre cette hauteur pour se dire, est-ce que ce que je suis en train de faire est ultra pertinent pour cette audience? Est-ce qu'elle ne va pas quitter la vidéo au bout de 3 secondes? Donc ça, je pense que c'est vachement intéressant. Et je pense que c'est déjà bien ces 2 conseils-là de manière globale. Et puis de toute façon, ça vaut aussi pour votre vie, de manière globale, de prendre de la hauteur, d'être ouvert et de vous intéresser à plein de choses. Merci. Et Azoul, est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les futurs communicants? Bien sûr. Ouais, en effet, je pense que la curiosité, c'est clé, mais je pense qu'il faut aussi oser au final. Enfin, je pense que on a la chance de travailler dans un métier où justement, je pense que les campagnes qui étaient présentées au début et même les campagnes qui nous ont marqué à tous les deux montrent en fait que les marques ont osé. Et souvent, ça commence avec un chef de projet qui a eu une idée parce qu'il était curieux et il a insisté de aller, on va faire, je sais pas, voilà, par exemple, la publicité à Hollywood avec un mannequin qui va respirer. Enfin, ça, forcément, c'est une idée que quelqu'un a eue et qui a insisté pour oser justement et qui finalement a des résultats. Donc, je pense que oser, en fait, est un peu la clé aussi dans le métier pour faire bouger les choses, pour innover, pour aller au-delà, pour pouvoir se remarquer. Comme disait Charles tout à l'heure, un de nos grands défis en fait en termes de communicants, c'est comment on garde l'attention des gens, comment on capitalise en fait sur un réseau social ou notre channel, où ça peut être en fait des milliers de concurrents. Donc, comment nous, on va se faire remarquer versus la concurrence. Et c'est souvent à travers des actions qui osent, qui sont bold, en fait, et qui dépassent, en fait, les attentes. Voilà. Ouais, et aussi pour la vie personnelle, je pense qu'il faut oser dans la vie. Ouais, je rebondis effectivement et je confirme ce que disait Azoul. Osez des choses et surtout, n'ayez pas peur de l'échec. Vous n'êtes pas chirurgien cardiaque. Si vous vous plantez sur une idée que vous avez eue, c'est pas grave.
Donc, il faut oser et c'est en montant, c'est en tombant qu'on apprend et qu'on arrive à corriger derrière, quoi. Donc, il faut toujours oser. C'est pas grave si vous lancez une campagne ou si vous avez une idée et qu'elle ne fonctionne pas, au moins vous apprenez pour la prochaine et vous pouvez corriger le tir. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Très bien, merci à tous les deux. Merci Charles, merci Azul. On va se quitter. Avant de se quitter, un petit point sur les chiffres de la com. Alors, pour ceux qui sont intéressés par les savoirs de marque partout dans le monde, du local au global, We Are Com a écrit un livre qui s'appelle Les petits secrets des grandes marques et qui vous permettra de briller à la machine à café. Pour finir aussi sur quelques chiffres, la com, c'est 40% des emplois dans le numérique qui sont en Île-de-France, 37% des contrats liés au métier du marketing, de la communication qui sont des CDI. Les meilleurs salaires à l'entrée, ça reste e-commerce manager, traffic manager et data analyst. Et les métiers qui recrutent le plus de jeunes, c'est chargé de e-commerce, chef de projet et chargé de com. 28 ans, c'est l'âge médian dans le secteur de la com et des relations presse. Et Bac+4 et Bac+5, ce sont les profils qui séduisent le plus les agences et l'annonceur. Vous pouvez continuer de poser vos questions et l'ISCOM vous répondra au hashtag AskISCOM ou on échange directement avec l'ISCOM sur les réseaux sociaux. Alors, je vous dis à tous, rendez-vous l'année prochaine et bonnes vacances. Et encore merci Azul et encore merci Charles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.